C'est top, il est 11h05. Je vous propose de commencer cette webconférence sur le thème de Oshin Kanri, comment déployer les objectifs stratégiques à tous les niveaux de l'entreprise. Alors merci de vous être connectés. Très rapidement, peut-être un petit mot sur Oshin Partners et dans quel cadre on fait aujourd'hui ce webinaire. Donc, Oshin Partners, c'est une entreprise leader dans l'excellence opérationnelle. On fait du conseil aux entreprises. On fait du conseil aux entreprises, pardon, de la formation, les certifications Yellow, Green et Black Belt en ligne et en ligne Six Sigma. Et on a aussi récemment ouvert une branche pour le recrutement spécialisé dans les métiers opérationnels. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, cette présentation va se décomposer en 5 étapes. Donc, une première étape, ce sera l'introduction. Je vous expliquerai qu'est-ce que c'est Oshin Kanri, parce que certains d'entre vous ne savent pas du tout ce que c'est. Ensuite, je vous donnerai des conseils pratiques sur comment l'implémenter dans votre entreprise. Je vous donnerai quelques éléments sur la conduite du changement, parce que Oshin Kanri, c'est un outil d'alignement stratégique et d'exécution, donc du changement. Donc là, il y a aussi un aspect humain qui est très important et je vous donnerai un peu des clés pour accompagner ce changement. Et puis, on finira par une séance de questions-réponses. D'accord? Alors, si vous le permettez, on va commencer. Donc, en guise d'introduction, on le sait tous, vous avez sûrement dû entendre parler de cet acronyme VUCA. Donc aujourd'hui, on vit dans un monde qui est volatile, incertain, complexe et ambigu. Volatile parce que la vitesse des magnitudes et les changements sont fréquents. Incertain, il est difficile de prédire ou de prévoir les événements. On l'a vu avec le Covid, hein. Tous ceux qui ont fait des plans de contingence avaient peut-être identifié une pandémie. Mais finalement, personne n'a vu arriver le Covid et il nous est arrivé dans la figure. Donc, incertain, complexe, parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs problématiques qui s'entremêlent, des problématiques aussi bien technologiques, géopolitiques, etc. Et donc aujourd'hui, avoir une personne qui maîtrise tous les aspects, ça devient de plus en plus compliqué. Donc on est sur des choses sur un monde qui devient de plus en plus complexe ou qui se complexifie, pardon, et puis aussi un monde ambigu, hein, où on a beaucoup de mal à trouver les rapports entre les causes et les effets. Voilà, donc en gros, on navigue dans le flou. Alors, comment s'explique ce monde VUCA? Là, je vous ai mis une courbe. Donc, la droite rouge, c'est ce qu'on appelle le taux d'apprentissage des salariés. Donc, depuis les années 1900, c'est quelque chose qui évolue de manière, on va dire, linéaire. D'accord? Comme on le voit ici. Donc, bien sûr, nous, notre génération, ben, on sait plus de choses que nos parents, on a appris plus de choses que nos parents, souvent plus d'études, mais aussi plus d'apprentissage continu dans les entreprises. Donc, le taux d'apprentissage est en croissance constante. Là-dessus, on a superposé le taux d'innovation technologique. Donc, vous pouvez le voir depuis aussi le début du siècle dernier. Et vous voyez que, par contre, cette courbe, elle est exponentielle. Et en fait, il s'est passé quelque chose à peu près dans les années 2000, c'est qu'en fait, ce taux d'innovation technologique, il a dépassé le taux d'apprentissage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à une période, avant, il y avait des gens qui maîtrisaient beaucoup de choses. Donc, on les appelait, c'était des managers. C'est des gens qui savent plus que les autres et qui comprenaient le mieux la situation et puis qui distribuaient le travail aux autres personnes qui étaient en dessous. Après les années 2000, on commence à rentrer dans ce monde VUCA où le taux d'innovation technologique a dépassé le taux d'apprentissage. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, là où avant on avait les tout sachants, les gens qui savaient tout et qui pouvaient distribuer le travail aux autres, ben, on a de plus en plus besoin de leadership, donc de leader. Alors, un leader, c'est quoi? Leader, c'est pas quelqu'un qui maîtrise forcément votre travail mieux que vous, mais c'est quelqu'un qui va vous inspirer, vous motiver, vous donner la force et l'énergie pour que vous puissiez prendre vous-même les bonnes initiatives
et suivre la vision qui est proposée par le leader. Un exemple de ça, hein, vous pouvez avoir des fois dans certaines familles un papa qui est ouvrier, et puis il a tous ses enfants qui finissent avocats, médecins, ingénieurs, etc. Alors là, c'est pas du management, s'il n'a pas pris ses enfants en leur faisant leurs devoirs ou en leur expliquant ce qu'ils devaient faire en termes de carrière, etc. Mais simplement en donnant, en partageant ses valeurs, en donnant une vision commune, ben, il a fait en sorte que ses enfants prennent des initiatives par eux-mêmes et puis puissent avancer dans leur vie personnelle et professionnelle. Donc c'est un peu l'image du leader. Donc dans un monde VUCA, on a de plus en plus besoin de leaders et on a besoin de faire comprendre et donner du sens aux gens pour que ça fonctionne. Une autre observation, c'est que avant, on était aussi dans un monde où ceux qui étaient bons en prévision dominaient. C'est-à-dire qu'on était dans des mondes assez simples, et du coup, ceux qui arrivaient à avoir les meilleures prévisions ou à mieux anticiper le futur, c'est ceux qui faisaient les meilleurs résultats. On passe de plus en plus vers un monde où on a besoin de flexibilité. Donc c'est un monde, il est VUCA, et donc il est complexe, et on a besoin de s'adapter en permanence. À une époque, on faisait des plans à 5 ans. Aujourd'hui, on commence à en faire des plans à 3 ans, et puis on va de plus en plus vers des plans à l'année, même dans certains cas, des plans en mois, parce que tout devient plus rapide et il faut s'adapter. L'autre challenge aussi de nos organisations aujourd'hui, c'est l'antagonisme entre performer et transformer. Ça veut dire qu'en fait, on est tiraillé au milieu de ces deux réalités. C'est qu'en fait, il faut à la fois continuer à performer dans une entreprise industrielle, on doit continuer à produire, livrer des clients, il faut continuer à faire tourner l'organisation, mais en même temps, il faut anticiper le futur, et pour ça, il faut transformer. Ça veut dire qu'il faut améliorer, mais tout en performant. Et c'est un peu deux choses qui sont antagonistes et qui demandent beaucoup d'efforts. Alors, je vous ai juste mis une petite vidéo qui illustre bien ça. Je vais peut-être juste couper le son. Ah, je coupe juste le son. Donc, comme vous voyez ici, ils sont deux sur la moto. Alors, il faut à la fois performer, donc il faut garder une certaine vitesse sur la moto, mais en même temps, il faut être capable de changer la roue, donc de transformer. Donc vous voyez aussi que c'est des situations qui peuvent être dangereuses, parce que dès qu'on est dans ces conditions-là, faire l'analogie avec la moto, la moindre erreur peut être fatale. Donc aujourd'hui, on a à faire face à ce monde-là, où il faut performer et transformer en même temps. Puis moi, dans les organisations, j'ai observé deux extrêmes qui sont pas bons. Le premier, c'est dans beaucoup d'entreprises, on fait de la direction sans exécution, donc ça peut ressembler à ça. Donc la direction se réunit très souvent, ou en tout cas beaucoup de gens veulent faire de la stratégie, mais finalement très peu de gens veulent ramer. Donc du coup, on se retrouve dans des organisations où on passe plus de temps à discuter, à faire des plans et à faire de la politique qu'à réellement faire avancer le bateau. Puis en fait, si vous faites un zoom sur le gouvernail, vous vous rendez compte souvent, ou dans la plupart des cas, que le gouvernail ne touche pas l'eau. Donc en fait, on fait des plans et puis finalement, on les exécute jamais. Et en fait, l'entreprise tourne comme elle peut avec les âmes charitables qui veulent bien ramer. Un autre extrême à ça, c'est quand on fait de l'exécution sans direction. Donc on court, on court, on court à fond, on ne sait pas où on va, on n'a pas fait de plan, et puis généralement ça finit un peu comme le hamster. Ça finit mal parce qu'on court peut-être dans le mauvais sens, ou on met beaucoup trop d'énergie et on se disperse, et ça peut être fatal également. Alors peut-être, voilà, donc du coup, ce qui se passe très souvent aussi, c'est que la direction dans une organisation, elle n'est pas claire. Ça veut dire déjà, si les directions ne sont pas alignées entre elles, vous imaginez bien que les gens qui constituent cette organisation ne peuvent pas s'aligner. D'accord? Alors, une organisation parfaite, ça ressemblerait à ça. C'est l'organisation de la direction, enfin, ou en tout cas
l'alignement de la direction complètement aligné, et puis les individus ou les équipes qui constituent l'entreprise ou l'organisation s'alignent dessus. Alors, dans la réalité, ça ressemble plus à ça. On a une organisation, un alignement de la direction qui est clair, et après, la majorité, disons, des parties prenantes de l'entreprise sont alignées avec. Mais il en reste, il y a toujours, de 100% n'existe pas, il y a toujours des cas où c'est pas le cas. Donc voilà, donc je voudrais juste finir par cette phrase, et ça rejoint un peu l'histoire des gens qui rament, ou des gens qui tiennent le gouvernail et du hamster. C'est qu'en fait, une vision sans action n'est qu'un rêve. De l'action sans vision ne fait que passer le temps, et la vision conjuguée à l'action peut changer le monde. Et ça, c'est Joel Barker, et c'est une très bonne citation d'introduction au Shinkanri. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous expliquer ce qu'est le Shinkanri, peut-être d'abord en termes de sémantique. Alors, Shinkanri, c'est du japonais, ça veut dire, Oshin, ça veut dire boussole. D'ailleurs, j'en profite pour faire le parallèle avec le nom de mon entreprise. Vous avez remarqué que ça s'appelait Oshin Partners et que le logo, c'était aussi une boussole. Et justement, c'était en référence à cet outil d'alignement stratégique des entreprises qui nous vient de la culture Lean et de la culture japonaise. Donc, Oshin pour boussole et Kanri pour management. Oshin pour boussole et Kanri pour management. Donc, c'est la vision, mais aussi l'exécution. Et c'est un peu la force de cet outil. Alors, qu'est-ce que c'est Shinkanri? On l'appelle aussi Policy Deployment, plus dans les entreprises anglo-saxonnes. Donc, c'est une méthode qui permet de s'assurer que les objectifs stratégiques d'une entreprise entraînent le progrès et l'action à tous les niveaux de l'entreprise. D'accord? Shinkanri vise à faire en sorte que chaque employé tire dans la même direction au même moment. Il y parvient en alignant les objectifs de l'entreprise, donc les objectifs stratégiques, sur les plans de l'encadrement intermédiaire, du management intermédiaire, donc de tactique, et sur le travail effectué par les employés, donc l'opérationnel. D'accord? Donc ça, si on devait le définir en quelques phrases, ça serait ça. Peut-être juste rapidement un peu d'histoire, c'est qu'en fait, donc l'outil a été développé dans les années 50 au Japon, puis ensuite a été généralisé ou globalisé à peu près à toutes les entreprises du Japon, beaucoup d'entreprises au Japon qui ont continué à l'utiliser et puis à le développer. Puis à un moment, forcément, les Américains s'y sont mis aussi, devenu très populaire aux États-Unis, voyant le succès que ça a apporté aux entreprises japonaises. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises continuent à utiliser Shinkanri. Alors, les plus grosses, souvent les plus grosses entreprises utilisent Shinkanri, mais depuis quelques années, il commence à y avoir des PME qui s'y mettent également, et puis ça montre vraiment ces résultats-là. Alors, Shinkanri, qu'est-ce que ça fait? Ça permet en fait d'aligner une organisation sur la vision et sur les objectifs long terme de l'organisation. D'accord? Et comment? En déclinant les objectifs long terme, ou les grands objectifs sur des objectifs plus petits sur les niveaux intermédiaires. Donc en fait, c'est une déclinaison qui se fait en descendant niveau par niveau, on définit le quoi, et puis de l'autre côté, on remonte avec la contribution et là plutôt de l'opérationnel vers la direction, on répond à la question du comment. D'accord? Donc on découpe des gros objectifs en objectifs plus petits, contributifs, locaux, et sur une période plus petite. D'accord? Donc plus on monte, plus on est sur de la période longue, plus on descend, plus on est sur de la période courte. Et bien sûr, plus on monte, plus les objectifs sont grands, et plus on descend, plus ils sont petits et définis pour qu'ils puissent être implémentés au niveau opérationnel. D'accord? Alors, l'outil de prédiction du Shinkanri, c'est ce qu'on appelle la matrice en X, ou X-matrix en anglais. Donc, c'est un outil qui peut paraître un peu barbare au départ, mais qui est relativement simple. Donc, si vous regardez bien, en fait, en bas,
on définit les objectifs à long terme. Généralement, c'est 3 ou 5 ans, de plus en plus 3, comme je vous ai dit, c'est très dur de viser à 5 ans. Donc, on a le quoi, on définit des objectifs à long terme. Et puis, si vous regardez sur la gauche, ici, vous allez avoir les objectifs annuels. Donc, généralement, on décline ces objectifs à 3 ans en objectifs annuels. Donc, en gros, on met plutôt l'accent sur jusqu'à où aller cette année sur ces objectifs qu'on a définis à 3 ans. Ensuite, en étape 3, c'est les initiatives à court terme. Alors, quand on parle d'initiatives, généralement, on parle d'actions concrètes qui permettent d'atteindre ces objectifs. Donc là, on parle du comment, en étape 3. Puis si on fait encore un pivot de 90 degrés, ben, on se pose la question des KPI, des KPIs, combien et quand. Donc forcément, ben, on va implémenter des choses et on veut voir si ça fonctionne. Donc, on met aussi les KPI. Et si vous regardez tout à droite, ben, c'est la question du qui. Quelles sont les ressources qu'on va utiliser? Donc là, c'est la gestion des ressources pour implémenter tout ça. D'accord? Alors, je vais juste vous montrer un petit exemple avec des éléments. Peut-être juste un mot sur les petits ronds que vous voyez. En fait, les petits ronds, ils servent à faire la corrélation. À dire, par exemple, ici, si vous regardez l'objectif à long terme, 3 ans, donc le premier objectif ici, c'est augmenter la marge bénéficiaire de 20%. D'accord? Et là, le petit rond, il va faire le lien avec un objectif annuel qui est augmenter la marge bénéficiaire de 5%. D'accord? Donc on a dit à 3 ans, on veut augmenter à 20%, et sur l'année, on se donne un objectif à 5%. D'accord? Et le point ici sert à faire le lien entre un objectif long terme et l'objectif annuel. Et ça, ainsi de suite, c'est vrai pour tous les autres cadrans, c'est que en fait, ces ronds, ils permettent de faire le lien entre les objectifs d'un plus haut niveau et ceux d'un niveau inférieur. Alors, vous voyez qu'il y a des ronds qui sont vides et des ronds qui sont pleins. En fait, ça veut simplement dire, les ronds pleins, c'est une contribution maximum, et les ronds vides, c'est une contribution indirecte, on va dire. Ou plutôt, les ronds pleins, c'est une contribution directe, et les ronds vides, c'est une contribution indirecte. D'accord? Donc, je vous montre un petit peu l'exemple. Donc, vous voyez, ça va être augmenter la marge bénéficiaire de 20%, gagner 40% de part de marché, améliorer le taux de satisfaction de la clientèle à 95%, diminuer les coûts de production de 25%, créer une culture d'amélioration continue. Ça, c'est les objectifs qui sont posés à 3 ans. Pour atteindre ces objectifs à 3 ans, ben là, comme vous voyez, ben, sur la matrice, on va mettre des objectifs annuels. Pour atteindre ces objectifs annuels, il faut aligner les équipes et définir des initiatives, ou dit autrement, des projets qui vont venir permettre d'atteindre ces objectifs annuels. L'impact de ces projets et des actions qu'on va faire, ben, on veut pouvoir les mesurer, et c'est là qu'on a sur le cadran à droite les KPI à améliorer. Donc, généralement, les KPI ici, hein, vous voyez, c'est la traduction. Alors là, c'est direct, mais c'est souvent la traduction des objectifs annuels. Comme ici, par exemple, la marge bénéficiaire doit être supérieure à 15%. De l'autre côté, on avait mis augmenter la marge bénéficiaire de 5%. D'accord? Donc voilà, et puis après, une fois qu'on a défini ces KPI, ben on va définir les ressources qu'il nous faut pour pouvoir implémenter ces initiatives et pédaler pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en termes de KPI. D'accord? Donc ça, c'est l'outil de prédilection, pardon. Mais alors, comment on arrive à remplir une matrice comme ça? Et comment implémenter l'Oshin Kanri dans une organisation? Donc ça, c'est la question du prochain chapitre. La question, c'est comment implémenter Oshin Kanri dans une organisation ou dans une entreprise. Alors, on parle de 7 étapes. Donc, je vous les ai mises ici. Donc, la première, c'est établir le nord de l'organisation. On parle aussi d'étoiles polaires, souvent. Donc là, l'idée, c'est de définir la vision, la mission et les valeurs de l'entreprise. Donc ça, c'est l'étape 1. Dans une deuxième étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir les objectifs à long terme. 3 ans ou 5 ans, comme je vous ai dit, on a plus tendance à faire sur 3 ans. On va décliner ces objectifs à long terme
dans des objectifs annuels sur 12 mois. Ça, c'est l'étape numéro 3. Puis une fois qu'on a défini ça, on va aligner la contribution des équipes. Donc, pour que les équipes définissent avec la direction les initiatives, donc les projets à faire, les KPI à suivre et la gestion des ressources. Une fois qu'on a défini tout ça, il y a l'année, donc on implémente tout ce qu'on a discuté et ce qu'on a mis en termes d'objectifs. C'est pour ça que je vous ai mis la route des mines, là, plein PDCA, Plan, Do, Check, Act, donc parce qu'on va venir implémenter tout ce qu'on a décidé. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des revues régulières, parce que sinon ça retombe. Donc généralement, certaines fois c'est au mois, il peut y en avoir à la semaine, il peut même y en avoir à la journée, avec les animations à intervalles courts, on en reparlera. Et ensuite, on fait une revue annuelle pour voir si on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés ou pas, et puis fixer de nouveau les objectifs pour l'année d'après. D'accord? Alors, si vous êtes OK, on va continuer et rentrer un peu dans le détail. Donc, l'étape numéro 1, établir le nord de l'organisation, donc la vision, la mission et les valeurs. Alors ça se fait généralement au niveau du top management. Alors l'exemple que je vous ai fait, il faut imaginer une entreprise de 700 personnes, donc avec les niveaux hiérarchiques que vous pouvez voir à l'écran. Donc bien sûr, c'est à adapter en fonction des tailles des organisations, mais des fois c'est beaucoup plus conséquent et des fois on peut le faire aussi avec moins de strates. Mais là, c'est une entreprise moyenne, une PME moyenne, on va dire. Donc j'ai défini les niveaux d'organisation. Donc généralement, on établit le nord ou l'étoile polaire donc de l'organisation c'est le top management qui définissent vision, mission et valeurs. Alors, comment on fait ça? Généralement, c'est qu'on essaye de regarder, le top management va essayer de regarder le plus loin possible. C'est un nord hypothétique, hein, ou l'étoile polaire. Et généralement, on a une approche divergent, convergent, donc on se pose un certain nombre de questions sur notre organisation, c'est un peu un état des lieux. Et généralement, on utilise l'outil SWOT que vous connaissez sûrement, c'est force, faiblesse, opportunité, risque. Une fois qu'on a posé ça et qu'on s'est posé un certain nombre de questions par rapport à la concurrence, etc., on va définir la vision, définir la mission. Généralement, la vision et la mission, ça se fait en une phrase. Et puis les valeurs, il y en a 3 ou 4 valeurs qui représentent l'organisation. D'accord? Généralement, ça, c'est fait par le top management. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, on arrive dans l'étape 2, c'est de poser les objectifs à long terme. Alors ça se fait généralement entre le top management et le niveau head-off. Donc, je vous ai mis consensus parce que l'idée, c'est que la particularité de Ocean Canary, justement, c'est de trouver tout le temps le consensus avec le niveau inférieur. Parce que simplement, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'organisations où il y a le top management qui fixe des objectifs, ou le management qui fixe des objectifs, et puis après, c'est juste balancé au niveau d'en dessous. Et il n'y a pas réellement de consensus, et il faut savoir que plus on est haut dans une organisation, moins on comprend l'opérationnel, ce qui est normal. Mais par contre, plus on est haut, plus on a de pouvoir, et plus on est bas dans une organisation, plus on comprend l'opérationnel, et moins on a de pouvoir. Donc l'idée, c'est de trouver des consensus au fur et à mesure qu'on descend dans la pyramide hiérarchique. Donc là, pour les objectifs à long terme, à 3 ans ou à 5 ans, on trouve le consensus entre le top management et le niveau head-off. Alors pour ça, on vise, on s'imagine la situation à 3 ans. Ça se fait généralement au vert, très souvent. Moi, en tout cas, le top management que j'accompagne, ce que je leur propose, c'est de sortir un peu de l'entreprise pour se poser toutes ces questions-là. Ça se tient généralement sur une journée. Et voilà, pareil, donc on essaye de poser les objectifs. Alors les objectifs, faut qu'ils soient, je vous ai dit, il faut qu'il y ait le consensus dessus, mais il faut qu'ils soient smart. Donc il faut qu'ils soient spécifiques, précis. Il faut qu'ils soient mesurables, donc généralement chiffrés. Il faut qu'ils soient atteignables. Alors dans certaines littératures, il y a ambitieux, mais j'ai envie de dire les deux. Il faut qu'ils soient à la fois ambitieux mais atteignables, parce que s'ils sont trop hauts, ils découragent tout le monde, et s'ils sont trop bas, ils sont pas ambitieux, et donc voilà. Il faut qu'ils soient réalistes,
hein, mais qui fasse sens, et il faut qu'il soit défini dans le temps. D'accord? Donc là, la définition dans le temps, bah, c'est le cycle de 3 ans. Et après, surtout, bah, faut qu'on soit d'accord dessus. Ça, c'est un point super important, et c'est là où on parle de négociation. Le terme en anglais, c'est catchball. Catchball, ça vient du baseball, où on envoie la balle dans un gant. Donc l'idée, c'est de se faire des passes et de rattraper la balle jusqu'à trouver le consensus. D'accord? Donc une fois qu'on a fait ça, donc ça se met où dans la matrice en X? Ben, c'est le bas de la matrice, comme vous pouvez le voir ici. Alors, il n'y a pas de limite, on va dire, au nombre d'objectifs. Moi, j'ai quand même un conseil à donner là-dessus, c'est qu'il faut essayer, à mon sens, faut pas dépasser 5 objectifs à long terme. Moi, très souvent, dans ceux que j'ai animés, on arrive à 4. Pourquoi? Simplement parce que plus on va être simple, plus on arrivera à convaincre et à faire suivre du monde. D'accord? Donc du coup, maximum 5 objectifs, et pas plus. Ensuite, on arrive à l'étape numéro 3. Donc c'est comment décliner ces objectifs long terme en objectifs plus court terme, donc généralement sur 12 mois. Alors là, on descend d'un niveau, donc là, l'idée, c'est de trouver le consensus entre le niveau des head-off et le niveau du management. D'accord? Donc l'idée ici, c'est de mettre set the bar, comme ils disent les Américains, c'est de mettre la barre à un certain niveau. D'accord? Donc mettre la barre à un certain niveau, assez haut pour que ça soit challenging, et pas trop haut pour pas que ça soit démotivant. Pareil, toujours trouver le consensus, et les objectifs doivent être smart. Et là, c'est sur la gauche de la matrice en X qu'on vient placer ces objectifs annuels, qui bien sûr découlent des objectifs à long terme, à 3 ans. Et puis, alors je ne l'ai pas représenté ici, et puis on va mettre ces petits ronds vides, pleins, pour venir faire le lien entre les différents objectifs. Les objectifs long terme et l'objectif court terme. Et ensuite, on arrive à l'étape numéro 4. Alors l'étape numéro 4, c'est alignement des équipes, définition des initiatives, des KPI et des ressources. Alors c'est tout ça en même temps, et ça, là, ça va être un échange entre le management et les équipes directes. Entre le management, les équipes et les individus. Donc là, pareil, le but, c'est de trouver un consensus pour arriver à un objectif commun. Alors ici, on va remplir plusieurs cases. Donc il y a les initiatives. D'accord? Donc on va décliner les objectifs annuels en initiatives, ou dire autrement en petits, moyens et grands projets. On va définir aussi les KPI, ou les indicateurs de performance à suivre, pour être sûr que ce qu'on est en train de faire va dans le bon sens. Et on va définir les ressources qu'il faut pour faire tout ça. Donc ça va se faire à ce niveau-là. Alors généralement, ce qu'on fait, c'est que ça se fait sous forme de workshop. D'accord? Donc je me suis justement spécialisé dans l'animation de ce genre de workshop. C'est qu'une fois que les objectifs annuels sont posés par les head-off en concertation avec le management, on va mettre les équipes dans une salle, pouvoir leur présenter les objectifs définis, leur rappeler, si ce n'est pas déjà fait, la vision, la mission, les valeurs, et bien sûr les faire adhérer au projet. L'idée de ces workshops aussi, c'est un ami consultant qui dit toujours: si tu m'impliques, je m'implique; si tu m'imposes, je m'oppose, pardon. Donc si tu m'impliques, je m'implique; si tu m'imposes, je m'oppose. Donc l'idée, c'est de faire comprendre à l'ensemble du personnel pourquoi on a mis ces objectifs, où est-ce qu'on va, etc. Et puis surtout, de les faire contribuer et participer. Parce que le fait qu'ils s'impliquent, du coup, ils vont plus s'engager et plus prendre en responsabilité les différents objectifs. D'accord? Du coup,
Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on fait aussi, donc on a organisé ce workshop, fait ce workshop, et on a complété, grâce à toutes les discussions qu'on a faites, la fameuse matrice en X. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On va aligner, alors là c'est le management qui le fait, on va aligner l'organisation, les individus, pardon. Donc là c'est dans les évaluations annuelles généralement. Ben, on va aligner tout le monde sur les objectifs qu'on a définis. Donc, aligner les bonus, etc. Et puis aligner les objectifs individuels de chacun là-dessus. Alors, c'est dur de le faire la première année. Enfin, moi, j'ai jamais réussi. Enfin, à chaque fois que je l'ai implémenté, c'est pas évident parce que ça fait beaucoup de choses à faire. Généralement, on fait une première année, puis dans la deuxième année, on rajoute ça, donc l'alignement des individus. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ça a vraiment de la valeur ajoutée, puisque on aligne les objectifs individuels de tout le monde sur les objectifs de l'entreprise. Puis généralement, là, on commence à tous tirer dans le même sens, et puis les résultats, ils sont assez significatifs à ce moment-là. OK? Alors, du coup, on arrive à l'étape d'après, donc l'étape numéro 5, l'implémentation. Donc, jusqu'à là, on a fait 4 étapes pour poser des plans. Et là, ben, on va rentrer dans le concret pour implémenter tout ça. Alors moi, ce que j'aime bien présenter, c'est cette pyramide. C'est de dire finalement des actions d'amélioration ou de transformation, elles se font à trois niveaux pour moi. J'ai toujours présenté comme ça. L'idée, c'est de dire il y a ce qu'on appelle le Kaizen. Donc le Kaizen au sens faire tous les jours des petites améliorations, très petites et de manière régulière. Alors, souvent, on sous-estime la puissance du Kaizen parce qu'on part très vite sur des gros projets, des choses comme ça. Mais le fait de créer une culture et de faire participer dans l'amélioration le maximum de gens, notamment sur le terrain, et par une approche ou une logique en petits pas, ben, ça fait des résultats qui sont assez puissants. Donc ça, c'est la partie Kaizen, amélioration continue. Ensuite, il y a une étape intermédiaire que j'appelle les sprints. Des fois, on appelle ça les Kaizen Events ou les Kaizen Blitz ou les chantiers Oshin. Donc, l'idée du sprint, c'est quoi? C'est de dire pendant un temps très court, on va mettre plusieurs personnes dans une salle, ils vont réfléchir, faire un plan, l'implémenter et sortir un délivrable. Ça fonctionne bien parce que c'est facile à planifier dans le temps, parce qu'en fait, on définit le nombre de jours à l'avance. C'est un peu la culture agile, c'est qu'on dit on a 3 jours pour faire ça, on met les bonnes personnes et on va faire un gros effort par percée et on va transformer tout ça pour arriver au but qu'on a défini. Donc ça, c'est l'approche des sprints et ça fonctionne bien parce que avec les sprints, on arrive à ramasser déjà pas mal de pommes qui sont par terre, contrairement au projet où il faut monter un peu plus haut dans l'arbre. Puis après, bien sûr, il y a les projets. Donc des fois, il y a des choses qui sont un peu plus complexes. Vous imaginez bien que le changement d'un ERP, vous n'allez pas le faire sur un sprint de 3 jours. Donc il y a des choses qui sont un peu plus complexes et là, ben, on est dans une approche waterfall, gestion de projet classique avec les ressources qu'il faut, etc. Et là, ça prend plus de temps. Alors pourquoi c'est sous forme de pyramide? C'est de dire ben, on privilégie les choses à portée de main avant d'essayer de monter dans l'arbre pour chercher les pommes au sommet de l'arbre. Parce qu'on peut déjà faire pas mal de choses à ce niveau-là. D'accord? Ensuite, donc ça, c'est pour l'implémentation. Et puis, pardon, l'étape d'après, c'est bah, il faut revoir tout ça de manière régulière. Une des erreurs que j'ai constatées qui arrive souvent, c'est qu'en fait, on arrive au bout, on a fait notre workshop, on est super content, on pose plein de choses dans une matrice, et boum, il y a tout qui retombe. Parce que derrière, on n'a pas mis la cale, on n'a pas mis le suivi qui est nécessaire et qui va permettre de faire que ça avance. Hop. Donc du coup, dans cette étape 6, ben, on va suivre régulièrement les initiatives. Alors, les initiatives, elles sont suivies, soit il y a un chef de projet qui suit toutes les initiatives, avec un planning, etc., ben, la gestion de projet traditionnelle. Des fois, on implémente aussi des OBA ou du management visuel pour suivre toutes ces initiatives.
et pour les avoir en visu en permanence tout au long de l'année. Voilà, et puis après, ce qu'on suit aussi, c'est les KPI. Et on a défini des KPI à suivre tout au long de l'année à différentes fréquences, hein. Et là, ben, on les suit généralement sur la forme, ça va être soit des dashboards qu'on suit régulièrement en réunion de direction, par exemple, ou carrément, et là, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est d'implémenter jusqu'au plus bas de l'entreprise, ben, ces indicateurs et ces objectifs qu'on doit atteindre. Et généralement, pour ça, on utilise les animations à intervalles courts basées sur le management visuel. Puis on va suivre ben, tous les KPI, mais déclinés à un niveau terrain et opérationnel. Puis bien sûr, si on atteint les objectifs au niveau opérationnel, ben, normalement, on atteint les objectifs plus haut, si on les a bien synchronisés entre eux. D'accord? On arrive à l'étape numéro 7, c'est la fameuse revue annuelle. Donc là, vous imaginez, on a tout défini, puis on a travaillé pendant une année avec des revues régulières. Puis maintenant, ben, on va faire une grosse revue pour revoir si les objectifs qu'on s'était fixés, on les a atteints. Donc le but, c'est de faire un peu ce check-là, hein, tout simplement. C'est de se poser la question de est-ce qu'on a atteint les objectifs annuels? Est-ce qu'on a fait les différentes initiatives qu'on avait prévu de faire? Est-ce que nos indicateurs sont au vert ou au rouge? Généralement, on les fait comme ça. Alors certains, ils mettent des progressions, des pourcentages. Moi, j'aime bien mettre rouge ou vert. Ça a disons, l'intérêt d'être clair et évident pour tout le monde, et ça pousse au mouvement. D'accord? Alors, comment c'est fait? Généralement, le management, il s'isole, il revoit les objectifs à la fin de l'année. Alors, normalement, il n'y a pas de surprise, hein. C'est un peu comme les bulletins scolaires ou les évaluations individuelles. Normalement, quand on arrive à une revue annuelle, il ne devrait pas y avoir de surprise, puisque normalement, on a fait des revues régulières. Puis on a réajusté le tir, ou en tout cas, on est bien au courant des situations. Mais en tout cas, c'est une revue, ça se fait sous forme de meeting souvent, pour le management, d'une demi-journée. Et puis là, on va revoir tout ce qu'on avait initialement prévu, et on va se poser la question de si on atteint les objectifs ou pas. Et ensuite, une fois qu'on l'a fait avec le management, ben, on va refaire notre fameux workshop. Et puis là, bah, pareil, on va partager avec toutes les équipes l'atteinte ou non des objectifs, le pourquoi et les différentes discussions. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait, alors la première année, on peut pas parce que l'année d'avant, on n'avait pas implémenté Ocean Canary, mais dès qu'on arrive à la deuxième année, souvent, on fait la rétrospective de l'année en même temps que le workshop pour la suite. Ben, du coup, on fait le bilan, on célèbre. Et puis après, on se dit: «OK, bah, maintenant, avec tout ce qu'on s'est dit là, ben, qu'est-ce qu'on fait pour la suite?» Et généralement, on replanifie une année. Donc voilà un peu les 7 étapes, du Hoshin Kanri. Donc sans trop rentrer dans le détail des différentes phases, je voulais juste vous rendre ça pédagogique et clair. Ensuite, j'ai juste encore un chapitre, c'est que pour que tout cela fonctionne, il y a de la gestion du changement ou de la conduite du changement. C'est pas parce qu'on fait une matrice en X que l'organisation va se transformer, c'est pas aussi simple que ça. Il y a un gros aspect de leadership et de management, hein, et bien sûr, c'est des problématiques humaines avant tout. Donc là, je vous ai juste mis quelques éléments que vous pouvez utiliser en parallèle de votre Oshin Kanri. Je vous ai mis une citation que j'aime bien, qui est de Antoine de Saint-Exupéry, qui dit si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. J'aime bien cette citation parce que ça ressemble beaucoup au Oshin Kanri, ou en tout cas à ces démarches-là qui ont fonctionné, que j'ai pu voir dans ma carrière. C'est que en fait, le Hoshin Kanri, si c'est bien fait, c'est pas juste un fichier Excel dans lequel on met des infos dans tous les sens.
il y a une conduite du changement qui va avec, et cette conduite du changement, elle passe par l'humain. Alors peut-être juste, il en existe d'autres, hein, mais un modèle du changement, peut-être le plus connu, selon John Kotter, qui s'appelle Burning Platform en anglais, et qui est tiré d'un livre qui s'appelle, dont la version française s'appelle Alerte sur la banquise. D'accord? Donc en fait, il décrit un peu la manière, c'est une allégorie pardon, avec des pingouins sur une banquise, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui définit 8 étapes pour conduire le changement, et c'est ces 8 étapes que je voulais partager avec vous rapidement. La première étape, c'est de créer un sentiment d'urgence. C'est-à-dire que si vous êtes dans une organisation et on vous présente du Hoshinkanri, on vous présente des choses où aller, s'il n'y a pas de sentiment d'urgence, s'il n'y a pas quelque chose qui nous pousse derrière, s'il n'y a pas les crocodiles, entre guillemets, qui nous courent derrière, ben, finalement, il y a des personnes qui vont vous dire « Moi, je suis bien ici, ça va bien, même si la vision que tu me proposes, elle a l'air sympathique et attrayante, j'ai pas de pression derrière. » Donc, en fait, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on prend une situation qu'on amplifie. Ça veut dire que ça va être une croissance, des difficultés financières, une crise, un certain nombre de choses, un besoin de changer, il faut montrer le besoin de changer, et puis on va le communiquer de manière forte, puis des fois un peu grandi, pour tendre un peu tout le monde et se dire « Ah bah oui, il faut qu'on change ». Donc c'est créer un sentiment d'urgence. 2, réunir l'équipe de pilotage, on dit aussi créer une coalition puissante. Ça veut dire qu'en fait, on n'arrivera pas à mettre tout le monde dans cette volonté de changer. On va d'abord prendre quelques personnes, et ces gens-là, on va les réunir pour commencer à amorcer le changement. D'accord? Avec ce groupe, on va développer la vision et la stratégie de changement. Donc, le Hoshinkanri, ça va très bien. Et puis du coup, on va ensuite communiquer cette vision pour faire adhérer le maximum de monde. D'accord? Ensuite, on enable, donc on donne aux gens le pouvoir d'agir. Et grâce à ça, on commence. Et puis très vite, la clé, c'est d'avoir des quick wins, des victoires rapides. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a montré une situation problématique qui nous pousse à l'action par l'urgence. On a créé l'équipe, on a montré où on va, on a communiqué notre vision, et puis derrière, il faut prouver que le mouvement commence. Et pour ça, il faut chercher les quick wins, chercher les victoires rapides. Et ensuite, on va capitaliser sur ces victoires rapides pour continuer le changement, et puis là, on va persévérer. Donc c'est très dur à pousser au début, mais dès que ça part, je l'ai vécu plusieurs fois dans plusieurs entreprises, c'est dur à pousser au départ, mais dès que ça part, il commence à y avoir une dynamique qui fait que ça marche. Et en fait, tout ça, quand on va persévérer, en fait, tout doucement, ça va changer la culture de l'entreprise et l'amener vers une entreprise qui a une culture de changement. D'accord? Je coupe juste les micros. On a quelques perturbations. Voilà. Donc voilà, ça, c'était la conduite du changement en 8 étapes, basée sur le travail de John Kotter. Donc, c'est super, on est bien dans les temps, donc on arrive à la fin de cette présentation. Donc,